L'algorithme de YouTube est organisé autour d'un paradigme assez simple. Tout est analysé dans le but de capter le plus longtemps possible l'attention de l'utilisateur. Pour citer Guillaume Chalot, depuis très longtemps, l'algorithme YouTube est optimisé pour maximiser le temps de vue. Mais depuis quelques années, YouTube fait intervenir d'autres métriques, mais on ne sait pas exactement lesquelles. Cet algorithme évolue donc en permanence, notamment au gré des polémiques auxquelles la plateforme fait face. À titre d'exemple, début 2020, l'ONG Havas accuse YouTube de favoriser le contenu climato-sceptique. Un exemple montré est que lorsque l'on recherche réchauffement climatique dans YouTube, 2 des 10 premières vidéos proposées sont climato-sceptiques. Seulement, quelques mois plus tard, nous avons immédiatement constaté que ce n'était plus le cas. Ainsi, les recommandations de YouTube sont en constante évolution. YouTube a précisé au Conseil supérieur de l'audiovisuel que dans une démarche constante d'amélioration de son dispositif de recommandation, l'algorithme a fait l'objet d'une centaine de modifications en 2018. Pour revenir sur notre sujet, en 2019, YouTube a été épinglé de la même manière pour avoir relayé des vidéos anti-vax et, durant notre phase d'observation préliminaire, nous avons pu remarquer que même en tapant le titre exact d'une vidéo ouvertement anti-vax, nous ne la retrouvions jamais sans passer directement par la chaîne YouTube de son auteur. Ce phénomène n'est-il pas qu'une illusion ? Certes, YouTube semble avoir réduit le nombre de propositions de vidéos anti-vax, mais est-il tout de même possible d'entrer dans la bulle et de se voir proposer un contenu anti-vax pouvant être qualifié de complotiste ? Si ces observations préliminaires vont dans le sens d'une limitation du phénomène de chambre d'écho, est-il réellement impossible de voir ces idées complotistes confortées par le site web d'hébergement de vidéos YouTube ? En d'autres termes, la politique de YouTube a-t-elle été efficace ? Dans cette vidéo, nous nous appuierons sur notre première expérience de rétro-ingénierie, mise en place afin d'observer si l'algorithme de recommandation de YouTube favorise le phénomène de chambre d'écho, ou si par une politique de lutte contre certains contenus, le site web est parvenu à limiter l'influence des vidéos pouvant être jugées complotistes. Pour répondre à ces questions, nous avons étudié 2 fonctionnalités de YouTube. La première est la fonction recommandée pour vous, c'est-à-dire les vidéos proposées en ouverture de la plateforme. Et la seconde fonction est celle de la lecture automatique, c'est-à-dire les vidéos qui suivent une vidéo YouTube. Pour ce faire, voici notre méthode. D'abord, quelques éléments généraux. Nous avons créé 8 nouveaux profils YouTube avec des comptes complètement vierges sur Google. Ensuite, durant une première phase, nous avons modelé les différents profils comme nous le souhaitions. Un profil devait ainsi regarder des vidéos de tout type, c'était un compte témoin. Un deuxième compte devait consulter majoritairement des vidéos complotistes, mais pas nécessairement des vidéos anti-vax. Ensuite, un compte devait consulter des vidéos anti-vax avec à côté du contenu divers. Un quatrième compte s'occupait de regarder des vidéos anti-vax et de les disliker à chaque fois. Un cinquième compte regardait des vidéos anti-vax tout en likant et en s'abonnant aux chaînes. Un sixième compte regardait des vidéos anti-vax mais cette fois sans réagir. Un septième compte regardait des vidéos anti-vax et en s'abonnant. Et enfin, un dernier compte devait s'occuper de regarder des vidéos pro-vax ou des vidéos en lien avec la santé. Avant de revenir aux expériences dans le détail, revenons sur quelques points. Comme nous venons de l'expliquer, nous avons testé plusieurs outils de YouTube, notamment la fonction like ou dislike, ou bien les abonnements, et nous avons essayé de voir s'il y avait des différences de répercussions. Concernant le temps de visionnage de vidéos, nous avons fixé à 1 minute le temps passé sur chaque vidéo afin d'avoir un résultat qui ne serait pas influencé par le temps de visionnage. Ici, nous pouvons voir les résultats de la première phase, c'est-à-dire les vidéos consultées par les différents profils et leur classification. Vidéos anti-vax, vidéos complotistes hors vaccin, vidéos ayant un discours hétérodoxe, vidéos pro-vax, vidéos en lien avec la santé et vidéos sans aucun lien. Légendé ainsi, on peut voir si le type de vidéo se rapproche du profil créé et donc si les idées développées dans les vidéos recommandées contribuent ou non à l'enfermement dans une chambre d'écho. Notons que les profils 4 à 7 ont regardé dans les mêmes proportions les différents types de vidéos, mais les actions à effectuer n'étaient pas les mêmes. Alors, notre méthodologie durant la première expérience était la suivante. Une fois les profils modelés comme nous le souhaitions, nous avons pendant 4 jours regardé les 5 premières vidéos recommandées en ouverture du site tous les jours. Ainsi, nous classions à chaque fois les vidéos recommandées selon l'idée développée en suivant la classification. La dernière étape était de faire remplir un tableau avec les résultats et d'en tirer quelques statistiques en termes de fréquence d'apparition de chaque type de vidéo. La deuxième expérience avait la méthodologie suivante. Lorsque nous avons étudié
la fonction lecture automatique, nous avons ensuite repris ces 8 profils quelques jours plus tard. Et de fait, ces profils avaient des antécédents dans leur historique bien ancrés. Le principe ici était relativement simple. Nous avions au préalable choisi une vidéo anti-vax et une vidéo pro-vax française, puis nous avons laissé l'enchaînement des vidéos choisies par la fonction lecture automatique de YouTube s'effectuer normalement. De la même manière, nous avons classé le type de vidéo des itérations selon la même légende que dans la première expérience, et nous prenions en compte cette fois le nom de la vidéo afin de voir si d'éventuels recoupements entre les comptes étaient visibles. La dernière étape était d'étudier l'évolution dans les thèmes grâce à un graphique. À travers ces expériences, nous allons essayer de voir s'il existe une bulle de filtrage sur YouTube. Donc, pour revenir rapidement sur la définition de la bulle de filtrage, c'est une notion qui a été créée par le militant Eli Pariser. Elle correspond, d'après lui, au mécanisme par lequel les algorithmes sélectionnent discrètement les contenus visibles par chaque internaute, de telle sorte que celui-ci accède à une version personnalisée du web, une bulle optimisée pour sa personnalité. Eli Pariser estime que ces bulles de filtrage sont devenues assez communes, et notamment sur YouTube. À partir de différentes données, comme l'historique de l'ordinateur, les clics, les interactions, l'algorithme peut prédire ce qui sera le plus pertinent pour l'utilisateur. Finalement, il ne nous reste plus qu'à étudier les résultats par des statistiques et notamment en nous intéressant aux liens qui peuvent exister entre les comptes dans l'expérience 2 et à l'impact des différents outils YouTube, le like, l'abonnement ou au contraire le dislike. Notre méthode pour l'étude du mode de lecture automatique est similaire à celle du Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui a également étudié l'algorithme de recommandation de YouTube dans un rapport de novembre 2019 qu'il a intitulé « Capacité à informer des algorithmes de reconnaissance, une expérience sur le service YouTube ». En revanche, le CSA s'est uniquement intéressé au mode lecture automatique et a complètement omis les vidéos recommandées pour vous, que nous avons donc essayé d'étudier de notre côté. De plus, leur méthode de travail implique de nombreux biais sur lesquels nous reviendrons un peu plus tard. Nous allons à présent passer à l'analyse des résultats. D'abord, voici une vue d'ensemble de nos résultats de l'expérience 1, avec la classification de chaque vidéo de la phase 1 et de la phase 2. Ici, on voit les différents profils, et ici, les différentes vidéos consultées. Les tableaux du bas indiquent le pourcentage de chaque type de vidéo qui a été visionné. De manière très générale, nous avons principalement regardé des vidéos anti-vax dans la phase 1, en jouant sur différents outils et dans le but d'étudier leur fréquence d'apparition dans la phase 2. Ce qu'on observe, c'est une baisse significative du nombre de vidéos anti-vax dans la phase 2. En effet, 72 des 160 vidéos regardées lors de la phase 1 étaient anti-vax, contre seulement 12 des 160 dans la phase 2. Ainsi, on pourrait penser que l'utilisateur n'est pas dirigé vers un contenu diffusant la même idée anti-vax. Mais ce que l'on constate en revanche, c'est une augmentation du nombre de vidéos proposées qui sont classées comme complotistes ou hétérodoxes. De plus, lorsque l'on s'intéresse de plus près aux détails selon les profils, l'idée que l'utilisateur n'est pas conforté dans ses idées anti-vax est fortement à nuancer. En effet, on observe qu'aucune vidéo pro-vax n'a été proposée au profil 1 à 7. Autrement dit, seul le profil ayant regardé des vidéos pro-vax, lors de la phase 1, s'est vu proposer des vidéos pro-vax. Plus inquiétant encore, ce profil favorable à la vaccination s'est vu recommander des vidéos anti-vax et complotistes dans 20% des cas, alors que l'inverse ne s'est jamais produit. Ensuite, nous pouvons étudier les résultats dans le détail selon les profils, ce qui nous permettra de conclure concernant l'influence des différents outils de YouTube, à savoir le like, le dislike ou encore l'abonnement. Le compte témoin nous donne à voir que seules quelques vidéos en matière de santé sont proposées en absence de playlist d'utilisation modelée comme nous l'avons fait pour les autres profils. Le profil 2, ensuite, s'est vu proposer une vidéo anti-vax, alors qu'il n'en avait même pas regardé au cours de la phase 1. Autrement, les vidéos présentent un contenu généralement complotiste ou hétérodoxe. Le profil 3 est surprenant. Alors qu'il a regardé plusieurs vidéos anti-vax, il a surtout eu des recommandations liées aux autres vidéos, de type sport ou jeux vidéo, qu'il avait consultées dans la phase 1. Peut-être qu'avoir regardé la moitié des vidéos a influencé les résultats. Le profil 4 est intéressant. Il montre que le dislike permet de ne pas prendre en compte la vidéo dans les recommandations. En effet, les vidéos que ce compte s'est vu proposer sont des vidéos proposées lorsque l'on vient de créer le compte YouTube, comme par exemple 10 heures de musique relaxante. Les profils 5, 6 et 7 ont consulté les mêmes proportions de vidéos dans la phase 1, mais la 5 devait aimer et s'abonner, la 6 ne réagissait pas, et le 7 devait simplement aimer.
On remarque que le cis, simple spectateur, retrouve 50% de vidéos hétérodoxes, complotistes ou alors anti-vax, contre 55% pour celui qui aimait les vidéos et 80% pour celui qui aimait les vidéos mais s'abonnait aussi aux chaînes. Le like et surtout l'abonnement semblent donc influencer les recommandations assez fortement, ce qui implique de rester davantage enfermé dans une bulle que si l'on aime du contenu anti-vax par exemple. Enfin, le profil 8 consulte surtout des vidéos pro-vax, mais se voit proposer en proportion presque égale les différents types de vidéos. En résumé sur cette expérience, on a vu que la politique de YouTube n'empêche absolument pas la proposition de vidéos anti-vax ou complotistes dans les recommandations. Bien au contraire, même lorsque le profil n'a consulté aucune vidéo anti-vax, il peut s'en voir recommandé, alors que nous n'avons jamais observé l'inverse. De plus, la probabilité de voir dans les recommandations une vidéo anti-vax augmente avec les outils que sont le like ou l'abonnement. L'existence d'une bulle de filtrage sur YouTube n'est donc pas impossible. Voyons désormais si l'expérience 2 confirme cette conclusion. Nous l'avons réalisée 2 fois, avec 2 vidéos anti-vax différentes comme fondement. En synthèse, on a ces tableaux. Lorsque les cases sont fusionnées, les vidéos étaient les mêmes. Autrement dit, le mode de lecture automatique a recommandé la même vidéo en première itération au compte 1, 3, 4, 5 et 6. Puis la même vidéo en deuxième itération au compte 1, 3, 4 et 5, etc. Au-delà de cela, on constate plusieurs éléments. D'abord, pour les 2 tests, le compte 4 agissait presque comme le compte témoin. Cela confirme l'idée que disliker les vidéos contribue à ne pas prendre en compte la vidéo dans les recommandations. Ensuite, dans tous les cas, à un moment donné, le mode lecture automatique se disperse vers d'autres sujets sans lien avec la santé, ou ayant un lien très éloigné avec. À titre d'exemple, le compte 6 a été dirigé vers des vidéos de fou rire pendant des émissions de santé. Pour le test 1, 5 comptes ont une idée contraire à la vidéo de départ, ce qui semble montrer une recommandation d'un contenu différent. Pourtant, on remarque le contraire pour le test 2. En effet, seul le compte 8, qui avait principalement regardé des vidéos pro-vax dans la phase 1, a eu une vidéo pro-vax en première itération. Notons un biais cependant. L'actualité du Covid-19 et la popularité de personnalités, telles que Didier Raoult, a influencé les itérations. En effet, les premières vidéos recommandées présentaient Didier Raoult, son parcours ou bien sa vision des vaccins. Le compte 5 était abonné à la chaîne de l'auteur de la seconde vidéo testée. Le mode lecture automatique l'a emmené exclusivement vers des vidéos anti-vax de cette même chaîne. Cela confirme l'influence énorme de l'abonnement sur les recommandations, et cela montre comment quelqu'un abonné à des chaînes complotistes va rester dans une bulle et se verra recommander du contenu de ces chaînes. En résumé, cette expérience n'a pas été aussi fructueuse que la première, dans la mesure où il aurait fallu la réaliser sur un plus grand nombre de vidéos. Cela nous aurait permis d'établir des fréquences d'apparition d'un même avis entre la vidéo de départ et la première itération. De plus, la chaîne des vidéos est souvent cassée et les profils sont déviés vers un autre thème. On pourrait donc au premier abord penser que cela limite les bulles de contenu. En revanche, on peut conclure qu'encore ici, il n'est pas du tout impossible de se voir proposer des vidéos anti-vax ou hétérodoxes par le mode lecture automatique à partir d'une vidéo de départ anti-vax. Surtout, un compte abonné se voit recommander presque uniquement des vidéos de la même chaîne, ce qui empêche la pluralité du contenu. La politique de limitation de certains contenus anti-vax par YouTube apparaît donc ici comme un mythe. On peut d'ailleurs faire le lien avec l'enquête du Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui a poussé l'aspect lecture automatique sur d'autres sujets. Leur conclusion est que lorsque le sujet de départ est polémique, les vidéos recommandées portent plus rarement sur le même thème, et bien souvent, ce sont les sources officielles qui sont privilégiées. Dans notre expérience, cela s'est avéré vrai dans la plupart des situations, mais pas dans toutes. Nous avons parlé de notre comparaison des modes recommandés pour vous et lecture automatique à Guillaume Chalot. Pour lui, la partie de l'algorithme de recommandation de YouTube qui gère ces deux fonctions est la même. Cependant, il est essentiel de faire une distinction entre l'algorithme de recherche d'une part et l'algorithme de recommandation d'autre part. Cette différence peut d'ailleurs expliquer nos résultats. Guillaume Chalot affirme : « J'ai travaillé sur la comparaison des deux en 2017. Le résultat de l'enquête était que les résultats complotistes sont beaucoup plus marqués sur l'algorithme de recommandation que sur l'algorithme de recherche, alors qu'ils ont tous les deux les mêmes données. On voit bien ici que YouTube, contrairement à ce qu'ils en disent, peut influencer le contenu selon l'objectif de leur algorithme. Cette différence peut donc expliquer le fait qu'on ne retrouve pas certaines vidéos anti-vax en les cherchant dans la barre de recherche, car l'algorithme de recherche limite ce type de contenu.
En revanche, ces vidéos, on peut les retrouver par l'algorithme de recommandation. En effet, il semblerait donc crucial ici de connaître le poids de ces deux algorithmes. C'est à cette transparence que Guillaume Chalot appelle. Comme toute expérience empirique, notre travail présente tout de même plusieurs limites. Tout d'abord, ce que nous faisons n'est qu'une photographie à un instant T. En effet, comme nous l'avons expliqué un peu plus tôt, l'algorithme de reconnaissance de YouTube évolue en permanence. Et donc, une vidéo particulièrement recommandée aujourd'hui ne sera pas forcément une vidéo très recommandée le lendemain. Ensuite, au-delà de ce premier problème de dynamisme de l'algorithme, on peut aussi parler d'autres biais engendrés par notre méthode. L'algorithme de YouTube est difficilement cognoscible. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il est difficile de savoir s'il existe des variables cachées qui peuvent influencer les recommandations de la plateforme. Un exemple plutôt pertinent est l'étroite relation qui existe entre Google et YouTube. On le sait, les deux géants ont fusionné, et de fait, on peut légitimement se demander si une recherche sur Google peut avoir une influence sur les recommandations proposées par YouTube. Sur ce point, Guillaume Chalot, pendant notre interview, nous a répondu, sans être sûr de lui tout de même, qu'il ne pense pas qu'il y a une grande influence des recherches Google sur les recommandations YouTube. YouTube n'en a pas besoin, et le risque est trop grand si les gens s'en aperçoivent. Il dit, je cite, « Ça m'étonnerait. Ils n'en ont pas besoin et cela n'aide pas assez YouTube. En plus, c'est trop risqué pour eux s'ils se font prendre. Je ne sais pas, mais je ne pense vraiment pas. » De la même manière, il est possible que d'autres facteurs influent sur la fréquence de reconnaissance de certaines vidéos. Et c'est l'objectif d'une organisation comme Algo Transparency, qui a été montée par Guillaume Chalot, d'étudier ces différents éléments extérieurs pour les reconnaître et les prendre en compte. Enfin, on peut évoquer un problème inhérent à notre deuxième expérience. Une fois l'expérience réalisée, et donc une fois avoir réalisé les 10 itérations, les profils sont influencés par ces 10 vidéos regardées alors qu'elles ne sont pas toujours en lien. C'est d'autant plus vrai pour les profils que nous n'avons pas eu le temps de modeler et façonner en profondeur avec un nombre conséquent de vidéos dans leur historique. Pour avoir des résultats plus fiables et plus stables, nous aurions sans doute eu besoin de plus de temps pour affiner davantage les profils que nous avions créés. De la même manière, nous aurions également pu créer d'autres profils aux caractéristiques différentes, mais cela nous aurait demandé un temps plus important. In fine, l'action de YouTube sur les contenus anti-vax n'est pas neutre. La plateforme ne fait pas que donner à voir ce que l'utilisateur a envie de voir. Certes, l'algorithme de YouTube, surtout la partie concernant la recherche, semble s'être amélioré et limite la visibilité de certaines vidéos. En revanche, un profil qui recherche du contenu en matière de vaccins a de fortes chances de se voir tôt ou tard proposer une vidéo soit anti-vax, soit hétérodoxe. Cela est vrai pour les vidéos recommandées en ouverture d'application, mais cela se constate aussi dans les différentes itérations lorsque l'on étudie le mode lecture automatique. De plus, cette expérience de rétro-ingénierie a montré comment les outils de YouTube, tels que le like ou encore l'abonnement, augmentent la probabilité qu'on trouve par la suite du contenu anti-vax dans nos recommandations. Tout ceci montre bien que l'existence de bulles de filtrage sur YouTube n'est pas qu'une illusion, et que le site web d'hébergement de vidéos pourrait favoriser le phénomène de chambre d'écho. D'un point de vue politique maintenant, le rôle de YouTube et sa politique de recommandation algorithmique est en question ici. La responsabilité d'une telle plateforme en matière de santé est primordiale. De plus, le fait qu'une institution comme le CSA soit devenue le garant de la transparence des algorithmes peut contraindre davantage les plateformes. Mais nous reviendrons plus tard sur ce point, et sur cette responsabilité de YouTube en matière de contenu. Avant cela, dans la prochaine vidéo, nous utiliserons les outils YouTube Data Tools et Gephi afin d'étudier l'existence des liens de recommandation entre certaines vidéos anti-vax pouvant favoriser également ce phénomène de chambre d'écho.